Ce devait être la revanche d'un joueur, Dominique Strauss-Kahn. Dominique est un grand joueur d'échecs. Et il nous a toujours dit, si vous voulez avancer, établissez vos propres stratégies. En 2011, passé de la présidence du FMI à une prison new-yorkaise, Dominique Strauss-Kahn se remet à peine d'une chute vertigineuse. Dominique Strauss-Kahn est relativement convaincu sur le fait qu'en tout cas, pour le moment, il ne retournera pas à la politique. Il croise alors le chemin d'un homme qui, pense-t-il, va l'aider à se relever. Je crois qu'il y a une sorte de coup de foudre d'amitié entre ces deux hommes. Il a l'impression d'être avec quelqu'un de très complémentaire. Thierry Lherm et DSK créent une société financière et promettent de brasser des milliards. On rentrait, je dirais, dans une sorte de surenchère financière qui, évidemment, n'était pas crédible. Un an plus tard, le corps de son associé est retrouvé au pied d'un immeuble à Tel Aviv. Il se serait suicidé. Pour DSK, encore une fois, l'aventure tourne au cauchemar. 100 millions d'euros ont disparu. Que savait-il ? Il me semble que le président d'une société doit être au courant de ce qui s'y passe. Alors s'il ne savait pas, eh bien il aurait dû le savoir. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice. Monsieur Strauss-Kahn ? Oui. Je suis en train de préparer un reportage pour France 3 et j'aurais souhaité pouvoir vous rencontrer. Enquête sur le DSK Business. Monsieur Strauss-Kahn. Il était une fois DSK après l'affaire du Sofitel. Le 4 septembre 2011, Dominique Strauss-Kahn est de retour à Paris. Il vient d'être blanchi par la justice américaine des accusations de viol. Les poursuites au civil ont été abandonnées en échange d'une transaction financière. Michel Saban est l'une de ses amies les plus fidèles. Ils se connaissent depuis 30 ans. Elle l'a défendu jusqu'au bout. Comment vivre ou survivre après ça? Là, c'est vraiment une force de la nature. Petit à petit, il a repris sens à la vie, avec cette soif d'apprendre, de comprendre, d'avancer. Traqué par les paparazzi, DSK rejoint son domicile de la place des Vosges, où il vit à l'époque avec Anne Sinclair. Il offre le visage d'un homme soulagé. Karim Guelati est l'un de ses amis. D'après lui, DSK est décidé à changer de vie. Quand il revient de Washington, je pense que Dominique Strauss-Kahn est relativement convaincu sur le fait qu'en tout cas, pour le moment, il ne retournera pas à la politique. Donc de toute manière, ce n'est pas ses amis politiques dont il a besoin. Il a besoin d'amis, entre guillemets, ou de relations dans le business. En tant qu'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn se fait vite une place dans le petit monde des conférences internationales. Pékin, Marrakech, il est très demandé. Il vend sa prestation environ 150 000 euros. Countries, the poor countries, will lend to the Greeks, but they will lend plus a margin. Why plus a margin? Just because the Greeks has to pay for their sin. DSK sait que ce succès est éphémère. Il voit plus loin. C'est ce que nous confie Yves Deray. L'éditeur l'a défendu lors de l'affaire du Sofitel et s'est rapproché de lui. Le marché de la conférence, c'est bien, mais voilà, on ne peut pas non plus bâtir un avenir là-dessus. Le marché de la conférence, on est tout en haut, puis après on descend progressivement quand il y a de nouveaux anciens présidents qui arrivent sur le marché, etc. Donc il avait besoin, envie d'un vrai projet dans lequel s'engager. Dominique Strauss-Kahn aurait alors proposé ses services à de grandes banques françaises. Mais l'affaire du Carlton éclate et met un frein à ses nouvelles ambitions. À Lille, DSK est poursuivi pour proxénétisme aggravé. Michel Saban, sa fidèle amie, déjeune alors avec lui à l'Institut du monde arabe. L'homme accuse le coup. Il sort du Sofitel, il commence à faire quelques pas, sort le Carlton. Je me souviens d'une chose, il avait une sciatique. Et c'est vrai que c'est
Ma première réaction, un peu une réaction c'est de lui dire, bah oui, c'est tout ce qui te retombe dessus, ta sciatique, c'est psychosomatique, tout ça. Là, pour le coup, trop, c'est trop. DSK n'a guère d'autre solution. Il veut lancer sa propre affaire. Il se met à la recherche d'un associé sur lequel s'appuyer. Juin 2012, Anne Sinclair le quitte. DSK se réfugie boulevard Raspail à Paris, chez une amie de longue date, Nathalie Biderman. C'est une ancienne d'Euro RSCG, l'agence qui assurait la communication de Dominique Strauss-Kahn. Elle lui présente alors son compagnon, Thierry Lehne. D'emblée, il apprécie sa vivacité d'esprit. Je crois qu'il y a une sorte de coup de foudre d'amitié entre ces deux hommes. Yves Deray est aussi un ami de Thierry Lehne. Ça se passe bien entre eux. Ils vous l'ont dit? Et donc, oui, tout à fait. Qui vous a dit quoi? Oh, Thierry Lehne m'a dit oui, que ça a fité tout de suite entre eux, quoi. Ils se sont tout de suite sentis à leur aise. Thierry Lehne a fait fortune dans la finance. Il a créé 15 ans auparavant l'une des premières sociétés de bourse en ligne qu'il aurait vendue 100 millions d'euros. À 33 ans, il touche le jackpot. Quand l'homme d'affaires fait la connaissance de Dominique Strauss-Kahn en 2012, il est à la tête d'Anatevka, une société basée au Luxembourg et bientôt cotée en bourse. Elle chapeaute 12 filiales, toutes domiciliées dans des pays au régime fiscal attractif. Sa spécialité, la gestion de portefeuille et les placements financiers. Voici Thierry Lehne, dans un film d'entreprise, la seule fois où il apparaît devant une caméra. Il se présente comme un financier humaniste et ambitieux. Tant que les banques continueront à se focaliser dans le corner dans lequel elles sont, c'est-à-dire le défaut de responsabilité, l'absence de service et surtout de respect de leurs collaborateurs et de leurs clients, je pense qu'on a une autoroute devant nous. DSK est bluffé. Dominique Strauss-Kahn n'est pas un entrepreneur, n'est pas quelqu'un qui a connu une grande réussite financière. Et donc, cette réussite de Thierry Lehne, je pense, oui, l'impressionne un peu. Il a l'impression d'être avec quelqu'un de très complémentaire, qui est capable de l'aider à faire cette réussite financière, qui peut-être ferait taire aussi tout le monde, hein, qui lui permettrait de démontrer que sa vie n'est pas un échec. DSK veut rebondir, vite. Dès leur rencontre, certains éléments auraient pu alerter l'ancien patron du FMI sur la personnalité de son nouvel ami. Dans le monde de la finance, il n'a pas très bonne réputation. Marc Toiti est un économiste spécialiste des marchés financiers. Il a été un des collaborateurs de Thierry Lehne entre 2010 et 2012. Quand il est arrivé, moi je le connaissais pas, et donc j'ai senti quelque chose de bizarre. Après ça c'est un ressenti, et c'est vrai que j'ai un peu interrogé autour de moi et je me suis rendu compte qu'il avait une réputation quand même assez délicate, quoi. On savait qu'à Genève il avait laissé pas mal de gens sur le carreau, en France aussi. Et en 2012, les sociétés de Thierry Lehne rencontrent toujours des difficultés. À Bruxelles, une dizaine d'investisseurs veulent récupérer leurs placements. Mais Thierry Lehne tarde à leur rendre leur argent. Il demande à Hervé Stoulmeyer, un gestionnaire belge indépendant, de démêler l'affaire. Très vite, il comprend qu'il y a un problème. On le sent à partir du moment où les premiers remboursements sont demandés et où, alors que les sommes ne sont pas très conséquentes, on parlait peut-être de quelques dizaines de milliers d'euros, il y a des difficultés pour effectuer ces remboursements. Tout de suite, il commence à dire oui, mais il faut attendre, il n'y a pas de raison pour rembourser. Donc, à ce moment-là, on commence tout doucement à se demander, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a un problème? En tout, il y en a pour 15 millions d'euros. Hervé Stoulmeyer analyse alors les placements de ses clients. Pour faire fructifier leur argent,
Thierry Lane aurait dû l'investir dans des sociétés qui rapportent. Sauf qu'il a placé une partie de l'argent dans ses propres sociétés. Nous avons contacté d'anciens salariés du groupe. Pour protéger leur carrière, ils ont choisi de témoigner de façon anonyme. Nous les appellerons Monsieur Rouge, Monsieur Vert, Madame Rose et Monsieur Orange. Ce dernier nous confirme que les placements financiers allaient en grande partie dans les sociétés de Thierry Lane. Certains portefeuilles étaient investis à plus de 80% produits groupe, Sans que les clients ne le sachent? sans que les clients le sachent. C'est quelque chose de légal? Non, bien sûr que non. C'est illégal. Et pour pouvoir rembourser ses clients, Thierry Lane prend de plus en plus de risques. En fait, le seul moyen d'y arriver, c'est de toujours solliciter de nouveaux investisseurs, parce que c'est avec l'argent de ces nouveaux investisseurs que vous allez dédommager les premiers, ou rembourser les premiers. C'est ce que faisait Thierry Lane? Bah, à tout le moins, c'est ce qui semble être le cas, oui. C'est le système qu'on a connu avec Madoff. Ce système à la Madoff, grand arnaqueur de la finance, c'est celui de la pyramide de Ponzi. Un financier propose à des clients d'investir leur argent dans un placement au rendement soi-disant très attractif. En réalité, il garde l'argent pour lui, et pour payer les intérêts de ses clients, il attire de nouveaux investisseurs. Le jour où les clients demandent à récupérer leur mise en même temps, tout le système s'écroule. DSK a-t-il connaissance en 2012 des mésaventures belges de Thierry Lane? Sa réputation, en tout cas, finit par lui arriver aux oreilles. Il se confie à son ami, Karim Guelati. Il me dit, bon, il y a quelques voix discordantes qui me disent, fais gaffe, il est pas net. Je leur dis, ok. Oh, quoi? Personne m'a rien apporté. C'est oui, non, j'ai entendu dire, mais même pas sur telle ou telle affaire. Il me dit, donc bon, bah écoute, moi, la médisance, j'en ai été victime suffisamment longtemps pour pas l'appliquer à d'autres. On a constaté quand même dans le parcours de Dominique Strauss-Kahn que ça n'est pas toujours quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a le goût du risque, c'est quelqu'un qui aime bien danser au-dessus du volcan, et donc ça n'est pas des arguments qu'il entend. DSK fonce. Sollicité par Thierry Lane, il s'envole pour l'Afrique. Leur première collaboration a pour décor le Sud-Soudan, un pays de 11 millions d'habitants, reconnu par l'ONU en 2011. Le pays est exsangue. Il lui a fallu 22 ans de guerre civile pour obtenir son indépendance. Son économie repose en majorité sur le pétrole. Le 14 mai 2013, Thierry Lane et DSK atterrissent à Djouba, la capitale. Thierry Lane vient d'y créer une banque d'investissement avec des hommes d'affaires sud-soudanais, la National Credit Bank. Il a proposé à Dominique Strauss-Kahn d'en être le conseiller. Une fête est prévue pour inaugurer la banque. Irward Holland est alors le correspondant d'une grande agence de presse internationale. Il photographie l'événement, mi-amusé, mi-dubitatif. DSK est arrivé dans un convoi de gros 4x4 rutilants. C'est une ville qui n'a pas beaucoup de rues goudronnées, dans un pays qui n'en compte que 50 km. Alors imaginez un peu ce convoi impressionnant dans le soi-disant quartier des banques, qui en fait ne ressemble à rien. C'était extraordinaire de voir cette figure éminente inaugurer une obscure banque dans une ville poussiéreuse. Pas très glamour comme retour médiatique, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme s'il s'était déclaré candidat à la présidence de la République. C'était étrange. L'ancien patron du FMI assure le spectacle.
DSK est sous le feu des projecteurs, mais les journalistes n'ont pas accès à lui. La création de la banque suscite pourtant beaucoup d'interrogations. Nous avons été délibérément mis de côté et on nous a donné une interview préenregistrée faite par la chargée de communication de la banque. C'est une interview vide de sens et complaisante, qui ne pose aucune des questions indispensables. Pourquoi était-il là? Quel était son rôle? Et la question la plus épineuse, quelle est l'activité exacte de la banque? Ça ne lui a pas été demandé et je pense que c'était délibéré. Cette interview, la voici. Elle n'aborde que des généralités sur l'économie du pays, et aussi sur la pluie et le beau temps. Well, it's difficult to have an impression of such a little time, but the only thing I can say is that the weather is much better than I expected. I was expecting a much warmer situation, and finally, it's rather cool. Alors, qu'est donc venu faire DSK au Sud-Soudan? Romain Melchiarec est journaliste. Il a posé la question à Thierry Lenne. Il fait preuve d'une certaine franchise, par exemple, dans sa manière de présenter le rôle de Dominique Strauss-Kahn. Il n'hésite pas à expliquer que c'est quelqu'un qui représente une garantie pour les Occidentaux et que c'est clairement pour ça qu'il est allé le chercher. Pour Irward Holland, qui a vécu au Sud-Soudan, une telle banque ne peut avoir qu'une seule fonction. Le pays est connu pour distribuer un tas de fric en liquide aux tribus, aux appuis des officiels ou à leurs familles. D'après vous, quel était le but de cette banque? À mon avis, elle aurait pu servir à faire sortir de l'argent du pays, pour le mettre à l'abri dans des paradis fiscaux. C'est ce que la plupart des dirigeants du pays faisaient depuis au moins 5 ans. Habituellement, ils faisaient sortir des valises par avion, vers le Kenya ou Dubaï, un peu partout. Ce grand spécialiste de l'économie mondiale pouvait-il ignorer ces soupçons de corruption? Ils ont été confirmés récemment par une institution qu'il connaît bien, le Fonds monétaire international. L'ouverture de nouvelles banques et de bureaux de change génère des risques, notamment de blanchiment d'argent et autres transactions illicites. En 2014, une ONG américaine a même qualifié le Sud-Soudan de plaque tournante du blanchiment d'argent. Et ce ne sont pas les 27 minutes d'interview de Dominique Strauss-Kahn qui nous éclaireront sur la question. Merci pour votre temps et vos lumières, Monsieur Strauss-Kahn. On ignore combien cette mission a rapporté aux deux hommes. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle est la pierre angulaire de leur association. De retour à Paris, Thierry Lenne s'en réjouit au micro d'une journaliste de France Inter. Il m'a accompagné à l'inauguration de cette banque il y a maintenant quelques mois et ça a été un vrai succès. DSK est de nouveau sur le devant de la scène. Au printemps 2013, il monte les marches du Festival de Cannes avec sa nouvelle compagne, Myriam Laoufir. Dans une nouvelle vie, il semble assez heureux, assez apaisé, souriant, bien dans ce nouvel équilibre. Cette renaissance coïncide avec son retour sur la scène internationale. Il s'envole pour la Russie, où il a été nommé au conseil de surveillance de 2 grandes banques. En Serbie, il devient le conseiller officiel du gouvernement. Il y a déjà des contrats qui pleuvent. Enfin, Dominique, à chaque fois que je l'appelle, je suis un peu gêné de l'appeler parce que je ne sais pas si je ne veux pas le réveiller, s'il n'est pas en pleine nuit, il démarre sa nuit, il finit sa nuit, parce qu'il est toujours en décalage horaire. Dominique Strauss-Kahn retrouve même une certaine crédibilité. Invité au Sénat par une commission d'enquête sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale, il s'emporte contre les dérives des financiers. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole comme convenu pendant 10 minutes. Évidemment, il y a énormément de dysfonctionnements dans ce système et par ailleurs des situations individuelles qui sont parfois très scandaleuses. Ce qu'il faut, c'est influencer le comportement des acteurs, et les acteurs, ce sont des individus. C'est donc moins la finance qui est en cause que les financiers. Et si je voulais être un peu paradoxal et un peu provocateur,
qui n'est certainement pas mon tempérament, je dirais qu'on laisse faire ce qui est le plus nocif, profit personnel, dommage collectif. 4 mois après ces déclarations, l'ancien patron du FMI va devenir le président d'une société financière basée dans un paradis fiscal. En octobre 2013, DSK s'associe officiellement à Thierry Lehne au Luxembourg. Il crée une société financière baptisée LSK, Lehne, Strauss-Kahn et Partners. Sur le site internet, les deux hommes posent côte à côte souriants. Un communiqué officiel est envoyé à la presse. Dominique Strauss-Kahn prend la tête de LSK pour développer une activité de banque d'affaires. L'ancien directeur général du FMI a accepté de prendre la présidence du conseil d'administration du groupe. L'organigramme du groupe de Thierry Lehne reste inchangé. Seul le nom de la maison mère est modifié. Dominique Strauss-Kahn préside désormais la holding et ses 12 filiales, toutes situées dans des paradis fiscaux ou des capitales à la fiscalité accommodante. Luxembourg, Monaco, Genève, Tel Aviv, Bruxelles. À la journaliste de France Inter, Thierry Lehne explique la répartition des rôles. Dominique Strauss-Kahn va présider le conseil d'administration, il est donc le chef d'orchestre. C'est un rôle clairement opérationnel, ce n'est pas du tout un rôle honorifique, il sera le patron de la banque d'affaires. Sur ce projet, certes, il est pleinement investi, mais ce n'est pas lui qui est la figure de proue, c'est quand même Thierry Lehne qui communique là-dessus dans la presse. Donc dans cette position-là, en revanche, d'imam caché derrière Thierry Lehne, de celui dont on peut imaginer qu'il est l'homme qui tire les ficelles, mais en même temps qui n'est pas exposé, qui n'est pas en première ligne, il est assez à son aise. À Luxembourg, dans le quartier des banques, Dominique Strauss-Kahn aura ses bureaux dans les locaux d'Asia, l'une des sociétés du groupe. 65 salariés travaillent derrière ses fenêtres. À Paris, au Petit Palais, le tout nouveau patron prend un café avec son ami Karim Guelati. Et là, il me dit, tiens, ça y est, il me donne sa nouvelle carte, ça y est, je me suis associé, Thierry Lehne. Thierry Lehne a une structure, il a une centaine de personnes qui travaillent. Sur ces 100 personnes, ça va de la secrétaire à l'expert en audit économique ou en audit financier. Donc Dominique, il a besoin de ça. Quand DSK arrive à la tête du groupe, tout le personnel se réjouit. C'est ce que nous confient les anciens salariés. Lorsque Dominique Strauss-Kahn est venu, je dirais, on a eu les médias du monde entier qui nous téléphonaient et nos concurrents qui nous enviaient, qui nous disaient qu'on avait de la chance d'avoir quelqu'un de cette envergure chez nous. Pour nous, c'était notre sauveur, une nouvelle image de marque. On était boostés. Vous y avez cru très fort? Absolument, absolument. Désormais associés, les deux hommes affichent une ambition sans limite. Créer au sein de LSK un fonds d'investissement réservé aux puissants de ce monde, le DSK Global Investment Fund. Leur objectif, lever près de 2 milliards d'euros en Chine, en Russie et en Amérique du Sud. Lors d'un dîner boulevard Raspail, Thierry Lehne s'enthousiasme auprès d'Yves Deray. Il m'avait dit que ça a démarré très fort, que beaucoup de gens avaient envie de suivre, de participer, qu'il y avait déjà beaucoup d'engagements et de promesses, etc., et que ça avait l'air de très bien se présenter. On se dit, tiens, Dominique Strauss-Kahn, quel rebond, cet homme est indestructible, quelle puissance, quelle force de frappe aussi. Le carnet d'adresse semble quand même assez intact, puisqu'il rencontre les grands de ce monde, donc tout ça semble assez bluffant quand même, je trouve. Hein, et en même temps, ces chiffres donnent un peu le tournis. La presse s'emballe. Le journal Le Monde s'exclame « Investissez DSK !» Et Thierry Lehne annonce « Déjà plusieurs centaines de millions de dollars collectés ». À la direction du fonds d'investissement, DSK place une personne de confiance, sa fille Vanessa. Pour VSD, la dynastie Strauss-Kahn est en marche.
Dans le milieu de la finance, tout le monde ne croit pas à cette belle histoire. Mais la discrétion reste la règle d'or, et personne n'a souhaité s'exprimer. Sauf Marc Toiti, l'ancien collaborateur de Thierry Lenne. C'est vrai que lever 2 milliards d'euros en quelques mois, même pour un hedge fund très réputé, ça paraît très difficile à faire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, on était dans une mégalomanie incroyable. Est-ce qu'on ne pouvait pas lever 2 milliards d'euros sur le seul nom de DSK ? Est-ce que c'est pas un nom qui inspire confiance ? Alors il faut bien comprendre que 2 milliards d'euros, c'est pas des petites sommes. Donc lever 2 milliards juste sur un nom, alors sachant qu'il était déjà, entre guillemets, grillé aux États-Unis, quasiment dans toute l'Europe, on va dire, occidentale. Donc effectivement, lever 2 milliards d'euros sur la Russie et sur une partie de l'Afrique, pourquoi pas ? On rentrait, je dirais, dans une sorte de surenchère financière qui, évidemment, n'était pas crédible. En réalité, à peine Dominique Strauss-Kahn prend-il ses fonctions de président, que déjà les ennuis s'accumulent. La filiale luxembourgeoise de LSK, Assia Luxembourg, perd beaucoup d'argent. C'est ce que nous révèle Madame Rose, l'une des anciennes salariées. On savait qu'il y avait de grandes difficultés financières, puisque parfois nos salaires étaient payés avec beaucoup de retard. On dépassait la limite légale, qui est le dernier jour du mois, si je ne me trompe pas. On dépassait bien ces délais-là. Les salaires sont en retard. Et les autorités luxembourgeoises commencent à poser des questions. Alors que DSK vient à peine d'être nommé président, le gendarme financier du Luxembourg, la CSSF, annonce sa venue pour une inspection. Chez les salariés, c'est la panique. Ils savent que les dossiers clients ne sont pas en règle. On la prépare beaucoup, en fait, cette venue. Parce que on se dit que si la CSSF arrive et vient contrôler ce qui est en état, ça va simplement être catastrophique. La réglementation impose quand même, lorsqu'on a un client et qu'on est professionnel du secteur financier, que l'on dispose de certaines informations sur le client. Qui est-il ? Que fait-il ? D'où vient l'argent placé ? Qui permettent en plus de s'assurer de l'origine des fonds pour tout ce qui est lutte anti-blanchiment d'argent. Et à cette époque-là, les dossiers clients ne sont pas forcément complets. Et c'est bien là le problème. Le gendarme de la finance somme LSK d'être plus transparent sur l'origine des fonds de ses clients. 6 mois plus tard, nouvelle inspection. Cette fois, il faut donner le détail des portefeuilles clients à l'équipe d'inspecteurs. Elle est restée dans les bureaux, je pense, au moins 3 semaines à ce moment-là, en interrogeant les personnes une par une, et ça a été assez lourd à supporter, et on comprend très très vite que leur rapport ne va pas être bon du tout. Un mauvais rapport serait catastrophique. La société aurait interdiction d'exercer son activité. Les ennuis ne font que commencer. Dominique Strauss-Kahn est à la tête du groupe depuis moins de 2 mois qu'un nouveau problème surgit. Ernst & Young, la société qui audite les comptes de LSK, émet des réserves sur la valeur réelle des sociétés du groupe. Nous n'avons pas été en mesure de recueillir les éléments probants suffisants et appropriés auprès de la direction pour justifier la valeur comptable. Le constat est grave, et dans la foulée, Ernst & Young démissionne. Ce n'est pas commun. Au même moment en Suisse, un bras de fer va tout faire basculer. À Lugano, un petit paradis fiscal niché au bord du lac. Belle voiture, enseigne de luxe. Ici, Thierry Lenne affronte Christopher Cruden. Propriétaire d'un fonds spécialisé sur l'or, il connaît la chanson. En cherchant à récupérer 400 000 € auprès de Thierry Lenne, il comprend comment ce dernier gagne de l'argent sur le dos de ses clients.
C'est une manipulation qu'on appelle le pump and dump dans le métier. Ceux qui ont vu Le Loup de Wall Street connaissent ce procédé. En fait, vous prenez des actions et vous construisez une belle histoire autour. Et vous faites grimper artificiellement la valeur des actions pour convaincre les particuliers d'investir. Ça monte à 10, à 20, à 30, ça monte à 500. Et après, vous vendez tout. Et les investisseurs se réveillent et se demandent « Mais pourquoi mon action a-t-elle perdu 90% ?» Selon Christopher Cruden, Thierry Lane a fait monter artificiellement le cours des actions de l'une de ses filiales. Quand elles sont au plus haut, il les revend et empoche les gains. En tout, 8 millions d'euros. C'est la technique du pump and dump. Il s'agit d'une fraude financière. Bon, donc là, c'était le même procédé, dans une version pire, mais plutôt amateur. Mais ça ne nous a pas pris longtemps pour le découvrir. Combien de temps ça vous a pris? À peu près une seconde. J'ai eu un certain nombre de conversations, comment dire, agressives avec M. Lane. Que lui avez-vous dit? Rendez-moi mon argent. Dans des termes moins courtois. Il était grandiloquent et arrogant, car il continuait de penser qu'il pourrait peut-être s'en sortir comme ça. Il m'a expliqué qu'il restructurait, etc., etc. Je lui ai dit, ne vous fatiguez pas. Avez-vous l'argent pour me rembourser? Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes insolvable. Êtes-vous insolvable? Thierry Lane finit par rembourser les 400 000 euros. Cher Monsieur Cruden, nous exécuterons le remboursement le 24 février 2014, au plus tard. Mais Christopher Cruden n'en reste pas là. Alors que DSK est président depuis 6 mois, le Britannique alerte via des courriers l'autorité de contrôle luxembourgeoise et Euronext, la bourse européenne. À Paris, Euronext a le devoir de signaler les activités frauduleuses et peut suspendre une cotation. Pourtant, dans cette affaire, elle n'a rien fait et nous répond. Euronext, en tant qu'opérateur de marché, n'a pas vocation à commenter le parcours des sociétés. Quant aux financiers britanniques, ils s'interrogent sur la responsabilité de DSK. Il me semble que le président d'une société doit être au courant de ce qui s'y passe. Alors, s'il ne savait pas, eh bien, il aurait dû le savoir. C'est mon opinion, et je suppose que c'est celle d'une majorité de gens dans le monde des affaires. Dominique Strauss-Kahn aurait-il pu ignorer les dérives financières du groupe et de son associé Thierry Lane? Il suffit pourtant de consulter le bilan annuel 2013 que nous nous sommes procurés. Pour une analyse en toute neutralité, nous avons dissimulé le nom de LSK ainsi que ceux de Lane et Strauss-Kahn. Nous avons confié ce document de 40 pages à François Duval, un commissaire aux comptes spécialisé dans la lutte contre la fraude. On constate quand même une perte récurrente du groupe. 2012, 17 millions, 2013, 12 millions. Alors, il va falloir tôt ou tard qu'il se passe quelque chose. Ou ça continue, ou ça décroche. Pourquoi ces pertes? Il faudra au commissaire aux comptes une petite heure pour trouver l'explication. Mais vous apercevez qu'il y a de très très grosses dépréciations. Mais alors fabuleuses. Sur cette page, LSK achète 2 sociétés qui valent respectivement 622 500 euros et 34 875 euros. Mais à peine achetées, LSK les déprécie de la totalité de leur valeur. Bilan, elles ne valent plus rien. Donc j'achète, mais je déprécie. J'achète quelque chose qui ne vaut rien? Ah bah c'est comme ça que ça se traduit. C'est assez clair. Et pourquoi j'investis? À quoi ça sert de faire ça?
Enfin, ex abrupto, je vois pas, quoi. Je veux dire que, rationnellement parlant, je vois pas. Donc ça veut bien dire que derrière, quand je fais ce genre de choses, c'est qu'il y a autre chose derrière. Il faut que j'aille chercher le autre chose derrière. Notre commissaire aux comptes découvre que LSK a accordé un prêt de 2,5 millions d'euros à la société Macarena. Mais ce prêt est déprécié, c'est-à-dire effacé par LSK. Tout cet investissement, c'est zéro pointé. Ça vaut plus rien. J'ai quand même sorti 2 500 000 là. Pas de coucher. Donc il y a un souci, quoi. Il y a quelqu'un qui n'a pas été perdant dans cette affaire. Donc allons chercher celui qui a gagné au virage. Le gagnant, c'est celui qui a vendu la société à LSK. Ce n'est autre que Thierry Lehne. On vous propose de devenir actionnaire et d'être nommé au conseil d'administration de cette société. Vous y allez? Non, j'y vais pas. Pourquoi? Je serai... Alors, je vais vous répondre par une pirouette, je ne serai même pas le commissaire aux comptes de cette affaire-là. Nous finissons par révéler à François Duval l'identité du président de cette affaire, Dominique Strauss-Kahn. Je ne connais pas ce monsieur, mais je crois savoir, pour ce que j'en ai entendu, c'est un homme remarquablement intelligent, qui a des capacités... L'ancien directeur du FMI. Ouais, non mais, attendez, après là aussi, c'est le costume. Moi, je ne m'attache pas au costume. Je dis simplement que ce monsieur était prof d'université, qu'il est quand même un ancien d'HEC, si mes souvenirs sont bons. Donc il a des compétences, il a des qualités. Il est sachant. Comme je suis sachant. On ne peut pas dire, je ne savais pas. Tu signes en bas. Puis c'est pas un gamin, hein. Il n'a pas 20 ans, il a l'expérience qu'il a, ce monsieur. Donc non. Un groupe qui perd beaucoup d'argent. Des sociétés qui ne valent plus rien. Thierry Lehne aurait-il siphonné les comptes du groupe LSK à son profit? Où est passé l'argent? Nous avons cherché des éléments de réponse dans son train de vie. À Paris, Thierry Lehne a longtemps eu ses bureaux dans le quartier des Champs-Élysées et loué une suite à l'année dans cet hôtel de luxe, le Napoléon. Son ancien collaborateur Marc Toiti se souvient de sa folie des grandeurs. Je me rappelle une fois, il m'avait dit on va acheter un avion privé. Il sort ça comme ça pour la boîte. Alors je dis, mais ça coûte super cher quand même, t'exagères, comment tu vas faire? Et il me dit, Marc, l'argent n'est pas un problème. Je me rappelle cette phrase, c'était un peu, voilà, il était comme ça. Thierry Lehne a 2 pays, la France et Israël. Notre enquête nous mène à Tel Aviv. L'homme d'affaires s'y est établi en 2010. Dans un quartier huppé de la ville, les tours You, dessinées par Stark. Thierry Lehne y possède un appartement au 23e étage. Une vaste demeure comme celle-ci. 800 mètres carrés, avec une vue circulaire sur Tel Aviv. D'une valeur de 8 millions d'euros, c'est l'un des appartements les plus chers de la ville. Thierry Lehne aime le faste. Nous avons cherché à rencontrer ses proches sur place. Un seul a accepté de nous répondre. Il a souhaité rester anonyme. Thierry Lehne avait un train de vie très élevé dans le sens où il s'habillait que chez Hermès, il avait des motos exceptionnelles, des très belles montres, il adorait tout ce qui était montre. Il prenait 20 à 30 personnes en business, il avait un super grand yacht. Thierry Lehne aurait-il englouti l'argent de LSK dans ses dépenses personnelles? Difficile pour Dominique Strauss-Kahn de dire qu'il ignorait les critiques sur la gestion de la société. À l'été 2014, 8 mois après sa nomination à la tête de LSK, il donne une conférence à la Chambre de commerce. Thierry Lehne est dans le public. Au même moment,
Les deux hommes auraient rendu visite en toute discrétion à l'autorité financière du Luxembourg. Leur objectif, obtenir la licence de banque d'affaires. Contrairement à ce qu'ils avaient annoncé lors du lancement de LSK, ils ne l'ont toujours pas. Un rendez-vous que nous confirme un des salariés de LSK, Monsieur Orange. Dominique Strauss-Kahn, Thierry Lehne sont rendus à la CSSF plusieurs reprises. Maintenant, la suite réservée à leur visite était connue de très très peu de monde. Véronique Poujol est journaliste, spécialisée dans la finance au Luxembourg. Elle nous confirme que DSK a bien participé à cette réunion. Thierry Lehne, DSK ont eu des rencontres ou une rencontre en tout cas avec les dirigeants de la CSSF. Ils voulaient la licence bancaire qui ensuite permet quand même de faire un peu le globe-trotter dans l'Union européenne. Leur intention était d'utiliser évidemment la réputation de DSK en décrochant une licence, qu'ils n'ont pas eu d'ailleurs. LSK ne sera jamais une banque d'affaires, contrairement à ce qu'ils ont toujours annoncé. C'est l'aboutissement d'une longue série de dysfonctionnements. À l'été 2014, la situation financière de LSK est catastrophique. Pourtant, les deux associés vont démarcher de nouveaux actionnaires. À Marseille, nous avons retrouvé un couple de retraités qui a tout misé et tout perdu. Alain Urbach est un ancien ingénieur, handicapé depuis un accident il y a 8 ans. Avec sa femme Sylvie, c'est la première fois qu'ils témoignent devant une caméra. Ils ont choisi de ne pas montrer leur visage. Tous deux ont fait la connaissance de Thierry Lehne lors d'une exposition. Quelques années plus tôt, j'avais eu un assez grave accident et je tenais pas sur mes jambes, etc. Donc, sans rentrer dans le détail, et il a énormément pris des informations sur mon état de santé. Il me téléphonait, comment ça va, il téléphonait à mon épouse, comment ça va. C'est un personnage qui nous semblait très sympathique, très avenant. Petit à petit, moi, à un moment donné, je me suis un peu dévoilé. C'est peut-être le tort que j'ai eu, c'est-à-dire que je lui ai expliqué que, avant cet accident, j'avais fait une carrière professionnelle et on avait économisé au jour le jour et qu'on voulait acheter un bien immobilier. Les économies du couple s'élèvent à 1 140 000 €. Thierry Lehne leur propose d'entrer au capital de LSK. Il va même leur mentir en assurant qu'il s'agit d'une banque d'affaires. On nous parle d'une banque d'affaires, on nous dit voilà ce qu'il en est, voilà qui est la tête, voilà les éléments. DSK, Euronext, coté sur la place de Paris, qui avait l'éloge de tous les journaux. Et j'ai eu plusieurs contacts avec des administrateurs du conseil d'administration. On ne s'est pas jeté à la mer comme ça du jour au lendemain. Une conversation téléphonique achève de les convaincre. À un moment donné, il y a un coup de fil entre Dominique Strauss-Kahn et Thierry Lehne. On est dans le bureau. Thierry Lehne dit clairement à Dominique Strauss-Kahn qu'on était en face de lui et qu'il avait mis le haut-parleur. Et par ce biais-là, on a un certain nombre de précisions sur effectivement l'investissement qu'on envisageait de faire. Vous avez un échange direct avec lui? Non, c'est Thierry Lehne qui demande entre guillemets à ma place. Moi, je suis tout petit à côté de ça. Dominique Strauss-Kahn, c'est un personnage assez intimidant pour voilà, des gens comme nous. LSK fait entrer le couple Urbach au capital de la société. L'entreprise est au bord de la faillite. Le couple va y perdre toutes ses économies.
2 mois plus tard, à Tel Aviv, le 23 octobre 2014. Thierry Lehn est retrouvé mort, au pied de la tour You. D'après la police, il se serait suicidé en sautant de son appartement du 23e étage. Son ami est bouleversé. On n'a pas compris le geste. On ne pensait pas qu'il avait des problèmes, il n'a jamais rien laissé paraître. Donc on ne s'attendait pas, on ne l'a jamais vu déprimé ou avec des idées suicidaires, ça nous a tous énormément choqués. Le lendemain de sa mort, Thierry Lehn est enterré au Mont des Repos, à Jérusalem. À la cérémonie, l'ami croise Dominique Strauss-Kahn. Il était très, très choqué, très peiné, il avait perdu un ami cher. Pourquoi Thierry Lehn s'est-il suicidé? Son ami cherche encore une explication. Je pense qu'il a été effectivement pris dans un engrenage. Il avait aussi très peur de la réaction de Dominique Strauss-Kahn, qu'il estimait infiniment. Et donc, il n'a certainement pas su comment faire face à tout ça, et c'est certainement ce qui l'a poussé à se suicider. Au Luxembourg, chez LSK, les salariés sont sous le choc. Mais on est tous abasourdis, tristes malgré tout, parce que beau dégât, beau gâchis. D'abord un grand étonnement, oui, et puis bon, devant la réalité, se dire que finalement, si c'était ça son issue, c'est qu'il y avait quelque chose de grave. Le 4 novembre, pour la première fois, Dominique Strauss-Kahn sort de son silence. Il adresse un courrier à la justice luxembourgeoise. Le voici. Il est signé de sa main. Il déclare avoir donné sa démission le 20 octobre, soit 3 jours avant la mort de Thierry Lehn. Plus bas, il assure avoir ignoré l'ampleur des pertes. Les réunions du conseil d'administration que j'ai présidées ne laissaient aucunement transparaître de difficultés sérieuses. Enfin, il affirme: j'ai découvert un endettement de la société beaucoup plus important que celui dont j'avais connaissance lors de ma prise de fonction. Le 7 novembre 2014, LSK est déclaré en faillite. La presse dévoile l'ampleur du désastre. 100 millions d'euros se sont volatilisés. Au Luxembourg, 156 créanciers réclament leur argent auprès du tribunal de commerce. Du modeste retraité qui a placé 3 135 € au millionnaire qui a investi près de 8 millions d'euros. Les plaignants sont français, israéliens, belges, russes, mauritaniens. On trouve aussi des sociétés et des fondations domiciliées dans des paradis fiscaux, comme les îles Vierges britanniques, le Belize ou une curieuse fondation baptisée Rififi au Liechtenstein. Nul ne sait où l'argent a disparu. Voilà pour la partie émergée de l'iceberg. Il existe de nombreuses zones d'ombre. À Luxembourg, quelques jours seulement après le décès de Thierry Lehn, des hommes se présentent chez LSK. Ce salarié en a été le témoin. Plusieurs personnes venant de Russie, au pays proche, avaient fait affaire avec Thierry Lehn. Ces personnes sont venues, après la mort de Thierry Lehn, réclamer leur dû ou les investissements qu'ils avaient faits, très souvent en direct avec lui. On n'avait pas de traces dans les comptes directement. C'était des grosses sommes? J'ai entendu plusieurs fois parler de 500 000 € ou 1 million d'euros, voire plus, ou 2-3 millions d'euros. On parle de blanchiment d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a eu lieu chez LSK? Clairement oui. Des soupçons qui prennent une autre ampleur depuis l'affaire des Panama Papers. Dans cet article publié par le journal Le Monde,
on apprend que le groupe LSK a ouvert pour ses clients 31 sociétés dans des paradis fiscaux, avant et pendant la présidence de Dominique Strauss-Kahn. Des circuits financiers opaques pour des clients sulfureux. Marc Toiti se rappelle un épisode dans le bureau de Thierry Lane. Par hasard, j'ai vu effectivement une personne bizarre dans son bureau un jour qui a voulu me présenter. Donc un mec très extravagant, bref, donc je connaissais pas cette personne qui a priori est en train de signer des papiers avec Thierry, etc. J'ai fait une recherche sur internet ensuite pour voir qui c'était et là je me suis dit je pouvais pas rester quoi. Cet homme, c'est Marco Mouli. Voici l'une des rares photos du personnage. Il possède un appartement avenue Georges Mandel, près du Trocadéro, l'un des quartiers les plus chers de Paris. À l'époque, il vient d'être mis en examen pour escroquerie dans l'affaire de la taxe carbone, dite l'arnaque du siècle. En enquêtant sur sa fortune cachée, la justice découvre que Marco Mouli a octroyé un prêt de 4 millions d'euros à Thierry Lane. Pourrait-il s'agir d'une opération de blanchiment d'argent? La justice le dira peut-être. Dans l'affaire LSK, 3 plaintes pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance ont été déposées. Parmi les plaignants, les époux marseillais. Ils ont perdu plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On vit tout simplement avec ma petite pension. J'ai 3 enfants à charge. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus rien. Dans leur plainte, ils visent les administrateurs du groupe LSK et son président, Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « je savais pas ». Et « je savais pas », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'est pas renseigné avant? Qu'il n'a pas regardé les comptes? Il devient président d'une entreprise sans regarder les comptes? Non, je peux pas. Non, ils savaient. Les administrateurs savaient. Ils ont caché. Donc ils ont monté un certain nombre de choses pour cacher le fait que LSK est en faillite. C'est plus que tromper. C'est plus que tromper. C'est-à-dire c'est du vol manifeste. À Paris, une information judiciaire a été ouverte contre X. 3 juges enquêtent sur cette affaire. Entre leurs mains, ces procès-verbaux de conseil d'administration qui valident l'entrée au capital des Urbach et des autres plaignants. Sur chacun d'entre eux figure la signature de Dominique Strauss-Kahn. Des documents authentifiés par un notaire, comme en atteste ce tampon né Variétour. Pourtant, dans ce courrier adressé à la justice, l'avocat de DSK affirme qu'il ne s'agit pas de la signature de son client. La signature de M. Dominique Strauss-Kahn, qui figure sur la page de signature du procès-verbal, est fausse. M. Dominique Strauss-Kahn n'a participé ni en personne, ni même au téléphone, à ce conseil. Dans le même courrier, l'avocat assure que son client n'a perçu aucune rémunération. Dominique Strauss-Kahn dit avoir investi 1 400 000 € dans LSK. Il aurait tout perdu. Nous avons fait une demande d'interview à Dominique Strauss-Kahn auprès de son avocat. Il a décliné en nous répondant qu'une enquête judiciaire étant ouverte, son client réservait ses réponses prioritairement aux juges et non aux médias. Dans les affaires d'escroquerie en bande organisée et d'abus de confiance, les peines encourues sont de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. À la fin de cette enquête, nous avons pu malgré tout parler à Dominique Strauss-Kahn. Monsieur Strauss-Kahn ? Oui. Je suis en train de préparer un reportage pour France 3 sur vous et sur Thierry Lane et j'aurais souhaité pouvoir vous rencontrer et vous proposer une interview. Non, c'était une affaire qui est dans la justice et donc je n'ai pas de commentaire à faire. Au revoir. Au revoir, monsieur. Un jour, il a dit à la télévision qu'il avait perdu définitivement cette légèreté qu'il caractérise, mais au fond, cette légèreté, elle est consubstantielle à sa personnalité, quoi. Il est comme ça.
Il y a un moment donné où il faut quand même apprendre de la vie, quoi. Voilà. Et lui, on a l'impression qu'il n'apprend pas, quoi. Reste à la justice à définir le rôle de Dominique Strauss-Kahn dans cette affaire.